Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui on va parler du dernier lancement de SpaceX et plus précisément du satellite que ce lancement va mettre en orbite. Juste une petite note, le lancement a été repoussé à une date indéterminée en décembre parce que SpaceX a identifié un problème avec le fairing. Le fairing, c'est le carénage aérodynamique en français, c'est cette partie conique qu'on a en haut de la fusée qui protège le satellite pendant l'ascension et qui est ensuite éjecté une fois en orbite. Cela n'est pas vraiment un problème pour nous puisque nous on va s'intéresser essentiellement au satellite Zuma, un satellite qui a été construit pour le compte d'une agence gouvernementale inconnue et qui est entouré de beaucoup de secrets. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'introduire ce monde un peu mystérieux qu'est celui des satellites gouvernementaux secrets. Commençons par dire ce que n'est certainement pas Zuma. Dans le Daily Express, tabloïd britannique écoulé à plus de 300 000 exemplaires quotidiens, on retrouve entre deux articles sur la fin du monde et sur les portes de l'enfer que Zuma est en réalité une mission qui se destine à se rendre sur la planète X. Blague à part, essayons de réellement réfléchir sur la mission de Zuma. Premièrement, j'aimerais faire une petite aparté sur ces mystérieux satellites, finalement ces satellites dont les agences gouvernementales se servent en secret. Ils remplissent plusieurs usages. Le premier auquel on pourrait penser naïvement, c'est pour des raisons offensives, pour de l'attaque. Sauf que ça, c'est complètement impossible puisque l'article 4 du traité de l'espace interdit de positionner des armes de destruction massive en orbite, et que pour des armes plus standards, il n'existe pas actuellement de technologie qui justifierait les coûts colossaux qui seraient associés avec un dispositif qui s'utiliserait depuis l'espace. Ainsi, l'usage principal de ces satellites va être passif. Le premier et peut-être le plus évident, c'est la surveillance. Cette surveillance, ça peut être de la surveillance d'images optiques, c'est-à-dire simplement prendre des prises de vue par exemple de bases adverses, c'est ce qu'on appelle l'IMINT, ou alors ça peut être aussi de la surveillance de signaux, c'est-à-dire de l'interception de communication, l'interception de données télémétriques. Tout ça, c'est ce qu'on va retrouver sous l'acronyme SIGINT. Mais s'il y a des communications à surveiller, il faut en premier lieu un support pour les transférer, et ce support va très souvent être par le biais de constellations de satellites. En France, on a le système Syracuse, qui est un ensemble de stations au sol et de satellites en orbite qui permettent de créer un réseau de communication pour nos forces armées, pour que, où qu'elles soient déployées sur Terre, il y ait un réseau sécurisé pour transmettre des ordres et de l'information. Ces réseaux sont aussi très souvent le fruit de coopérations internationales. Par exemple, le satellite Athena Fidus, lancé par Arianespace il y a quelques années, est une coopération franco-italienne, et le réseau Syracuse est aussi utilisé par les forces belges. La troisième fonction passive extrêmement importante pour ce genre de système, c'est l'alerte. Alors ça va rejoindre un peu la surveillance, mais l'idée c'est des constellations de satellites qui sont très complexes, qui sont très coûteuses, qui vont venir constamment surveiller le spectre infrarouge et qui vont identifier des potentiels lancements de missiles. Ces lancements de missiles, ça peut être simplement des tests balistiques, mais ça peut être aussi en cas de guerre, un véritable tir ICBM qu'il faut intercepter le plus vite possible. Ces systèmes d'alerte comme SBIRS aux États-Unis sont des systèmes qui sont des reliques en fait de la guerre froide puisque seuls les États-Unis et la Russie disposent de constellations complètes et fonctionnelles. La France travaille par ailleurs sur son propre système avec en 2010 l'envoi de 2 satellites sous le nom du programme Spiral, avec l'idée à l'horizon 2020 de ne plus dépendre des moyens d'autres nations. Ce qu'il faut savoir aussi sur ces programmes, c'est que c'est souvent des secrets de polichinelle. Notamment, les programmes qui sont nécessaires pour concevoir et envoyer ces satellites, c'est des programmes de très grande envergure qui impliquent des dizaines de milliers de personnes et des centaines de sous-traitants. Dans ces conditions, c'est très difficile de les cacher, non seulement d'autres acteurs étatiques, mais aussi simplement du public. De plus, l'étape clé dans la mise en place de tels programmes, c'est le lancement du satellite. Aujourd'hui, étant donné les capacités extrêmement limitées de lancement dont on dispose, c'est impossible de maintenir un lancement secret. Même si des pays comme la Russie, la Chine ou la Corée du Nord ont des agences de lancement nationalisées et des sites extrêmement isolés qui leur permettent de cacher ces lancements du public, il leur reste impossible d'échapper au système de détection que je mentionnais auparavant qui surveille absolument toute la surface de la Terre. Enfin, le point le plus important peut-être, c'est qu'il est difficile, si ce n'est impossible, de cacher un objet en orbite. Il y a en effet qu'un nombre très limité de satellites autour de la Terre, et tous les satellites et même tous les objets qui orbitent la Terre sont traqués de façon très précise pour éviter des collisions. Ce qui veut dire que chaque changement de trajectoire, chaque ajustement d'orbite sera visible aux yeux de tous, même aux yeux d'amateurs, puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément d'amateurs qui suivent, ne serait-ce parfois que visuellement, la trajectoire des satellites et qui s'amusent à décrypter le fonctionnement de certains d'entre eux. Dans ce monde merveilleux des satellites clandestins, pourquoi Zuma est une anomalie ? Eh bien, habituellement, il faut voir que l'agence responsable du satellite va venir, parfois plusieurs années en avance, annoncer le programme en question. Parmi ces agences, aux États-Unis, il y a notamment la NRO qui sert de façade pour les autres agences à 3 lettres pour leur lancement de satellites. La NRO s'occupe de tout le volet spatial, il s'occupe du lancement, il manage le satellite une fois qu'il est en orbite, il conseille l'agence dans leurs besoins et ensuite ils transmettent les données et le post-traitement se fait bien dans l'agence qui est réellement responsable du satellite. Il y a aussi l'US Navy qui lance beaucoup de satellites de communication et de positionnement. Il faut savoir que le système GPS à la base a été conçu pendant la guerre froide pour les sous-marins nucléaires.
pour leur permettre de se positionner en cas de tir et de savoir comment configurer le missile. Et il y a enfin l'US Air Force, on va revenir notamment sur un de leurs programmes un peu plus tard dans la vidéo. Les lancements sans agence attitrée, eh bien c'est extrêmement rare. J'en pense à deux précédemment, US 207 et US 257 en 2009 et 2014, qui avaient eux aussi aucune agence attitrée et qui étaient très mystérieux. Et on va revenir sur eux, retenez bien leur nom. Alors ce qui est très surprenant avec Zuma aussi, c'est que c'est un lancement expéditif. On a commencé à entendre parler que le 14 octobre 2017, lorsque SpaceX a rempli les papiers auprès de la FCC pour le lancement, et puis SpaceX, eux, n'ont reconnu le lancement que le 11 novembre 2017 sur leur Twitter, lorsqu'ils ont procédé à la répétition pré-vol, vous savez, c'est le static fire, le moment où ils testent les moteurs en maintenant la fusée accrochée au sol. Et alors ça c'est très surprenant parce qu'en général les lancements on entend parler des années à l'avance parce que non seulement les programmes satellitaires mettent du temps à être développés, mais aussi parce que le carnet de commandes des lanceurs est très souvent complet. Dans les documents du 14 octobre, on apprend que le satellite est construit par Northrop Grumman. Northrop Grumman, c'est un peu l'équivalent américain de Thales ou d'Airbus, c'est un très gros groupe d'aérospatial et de produits militaires. Mais ce n'est pas la seule surprise que nous réserve Zuma. Si on regarde le planning de SpaceX en novembre 2017, on voit qu'il était prévu une mission CRS, une mission de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Cette mission avait d'associer un premier étage numéroté en interne B1043, un premier étage qui n'était pas réutilisé, c'est-à-dire un premier étage tout neuf. Le problème, c'est que Zuma arrive de façon en quelque sorte un peu surprise sur ce planning de novembre, et que Zuma n'a aucun premier étage associé puisque SpaceX n'en a pas en stock prêt à supporter ce profil de mission. Zuma dispose de quelque chose de très particulier, c'est qu'ils ont une clause de lancement rapide. Alors c'est quoi une clause de lancement rapide? Eh bien c'est quand vous êtes un gouvernement, vous allez passer parfois un contrat avec un lanceur dans lequel vous dites, voilà dans le futur, peut-être que j'aurai un satellite à lancer, et ce satellite, quand je l'aurai, il faudra le lancer très vite, et il aura la priorité sur tous les autres clients. Et ce qui se passe quand le gouvernement exerce cette clause de lancement rapide, soit vous avez en tant que constructeur une fusée prête à partir et donc vous montez le satellite du gouvernement dessus, ou alors vous devez dire à un autre de vos clients, eh bien désolé, il y aura un délai. Pourquoi les lanceurs acceptent quand même ce type de contrat? Parce que c'est des contrats extrêmement juteux, c'est des contrats qui rapportent beaucoup d'argent. Et ici, le timing pour Zuma est crucial puisqu'il doit être lancé impérativement entre le 1er et le 30 novembre. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Zuma prend la place de CRS-13, va donc récupérer B1043. Mais quel premier étage reste-t-il pour CRS-13? CRS-13 se retrouve avec B1035, qui est un premier étage réutilisé, c'est un premier étage d'occasion en fait. Et alors ça, ce qui est très surprenant vis-à-vis de ça, c'est que la NASA, pour les missions CRS, n'acceptait pas jusqu'alors d'utiliser des premiers étages réutilisés. Alors certes, des discussions étaient en cours et étaient même bien avancées, mais là tout cela apparaît très soudain, ce changement assez abrupt, ce qui veut dire que Zuma est vraiment très important. Et de l'aveu même d'ingénieurs chez SpaceX, Zuma est en effet qualifié comme étant un des lancements les plus importants de l'histoire de la compagnie. Mais à ce teasing, entrons dans le vif du sujet et essayons d'en savoir plus sur Zuma. Pour ce faire, on va analyser les paramètres de lancement et on va les comparer avec celui d'anciennes missions secrètes sur lesquelles maintenant on en sait un peu plus. Premièrement, Zuma part du KSC en Floride. Cela veut dire qu'il est impossible d'atteindre une orbite polaire sans gaspiller des quantités astronomiques de carburant, et donc on s'attend à retrouver une orbite avec une faible inclinaison. Mais on peut en savoir beaucoup plus en regardant les cartes des risques associés au lancement. Alors qu'est-ce que c'est ces cartes? C'est des cartes que SpaceX est obligé de publier, dans lesquelles il note les zones maritimes qui sont potentiellement en danger de recevoir des débris à la suite du lancement. Ça peut être soit parce que le second étage va rentrer dans l'atmosphère, ou de façon un peu plus malheureuse, s'il y a un accident pendant le lancement, c'est là où les débris du premier étage et du satellite risquent de se retrouver. En regardant ces cartes, on sait que le satellite va partir vers une inclinaison de 51,6 degrés, qui est une inclinaison très intéressante puisque c'est celle de l'ISS ou encore de NROL 76, un autre satellite secret lancé par SpaceX en mars pour le compte de la NRO. Je vous invite à retenir ce nom, on va revenir dessus très rapidement. Particularité de SpaceX, le premier étage, lui, revient sur Terre. Et il ne revient pas n'importe où, il revient sur un pas de tir à quelques kilomètres de celui qui a servi au lancement. Ça nous donne une limite haute finalement de la masse du satellite, en l'occurrence environ 14 tonnes pour un lancement en orbite basse à une altitude de 300 à 400 km. Mais on en sait un peu plus parce que si on regarde dans les documents de presse, le MECO, c'est-à-dire la coupure des moteurs du premier étage et la séparation finalement du premier étage et du second étage, elle est annoncée à 2 minutes 16. Et si vous n'avez pas l'habitude de regarder des lancements de Falcon 9, 2 minutes 16 c'est très tôt, c'est même un record. Si on regarde l'historique pour trouver des lancements similaires, on tombe une nouvelle fois sur NROL 76 qui lui avait un MECO à 2 minutes 17. On est donc sur un satellite très léger avec des paramètres de lancement quasiment identiques à ceux de NROL 76. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder d'anciens lancements similaires pour essayer d'en savoir plus sur la mission de Zuma. Et on va commencer avec le programme Nemesis, qui correspond à US 207 et US 257. Si vous vous souvenez bien, ce sont les deux lancements qui étaient eux aussi sans agence associée.
Dans le cas de Pan notamment, ça a été un programme très expéditif, c'est-à-dire qu'en moins de 3 ans, le satellite a été assemblé et lancé, et ça c'est vraiment unique, hein. En général ça prend des 5 voire 10 ans de monter ce genre de programme, même des programmes de surveillance. Et puis Pan, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur ce satellite, puisque il n'y avait pas d'agence attitrée et il y avait très peu d'informations qui avaient fuité. Peu de temps après le lancement de Pan, de nombreux amateurs ont commencé à le suivre, et ils se sont rendus compte qu'il effectuait des manœuvres orbitales très étranges. Pan, pour vous resituer la situation, est un satellite qui est en orbite géostationnaire. Donc en orbite géostationnaire, il observe une partie fixe de la Terre, en l'occurrence c'est le Moyen-Orient. Mais Pan, lui, vient se déplacer sur cette orbite géostationnaire pour approcher des nouvelles positions. C'est ce qu'on peut voir à droite. En ordonnée, les dates, croissantes de bas en haut, et en abscisse, la longitude du satellite. En fait, Pan s'est même énormément déplacé, puisque en l'espace de 4 ans, il a effectué quasiment une dizaine de changements d'orbite. C'est pas forcément choquant d'avoir des satellites en orbite géostationnaire avec la capacité de se déplacer, puisque souvent en fait ils ont des moteurs qui leur permettent de réajuster leur orbite, mais il faut savoir qu'à chaque fois que Pan vient réduire son orbite, il réduit fortement sa durée de vie, puisqu'il consomme du carburant qu'il ne pourra pas utiliser plus tard pour se maintenir en orbite géostationnaire. Donc il y a eu beaucoup de théories sur ce à quoi pouvait servir Pan, notamment des amateurs ont aussi observé qu'il émettait énormément dans les fréquences UHF, autrement dit que c'était possiblement un satellite de communication. Il y avait une théorie à l'époque, puisque ça correspond en 2009, au moment où il a commencé à avoir de plus en plus de frappes de drones, notamment au Yémen, qu'en fait Pan était un relais pour la commande des drones, puisque c'est une application qui demande beaucoup de bande passante et de la bande passante sécurisée, quoi de mieux qu'une communication satellite pour cela. Très rapidement, en enquêtant plus précisément sur ces mouvements, ils se sont rendus compte que Pan, à chaque fois, approchait d'autres satellites de communication civile et se maintenait à côté sur des durées de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça, c'est complètement anormal, ça n'arrive jamais normalement, parce que premièrement, c'est des manœuvres qui sont assez dangereuses, de rapprocher deux satellites l'un de l'autre, et deuxièmement, ça n'a a priori pas d'intérêt, enfin, sauf si vous êtes un gouvernement et que vous voulez espionner des forces militaires à l'étranger. Et c'est exactement ce que faisait Pan, en fait, ça a été révélé au moment des leaks de la NSA, au moment où Edward Snowden a publié différents fichiers internes. Pan en fait servait aussi pour les frappes de drones, c'était bien lié à ça, c'est-à-dire qu'il venait se placer à proximité de satellites de communication qui desservaient le Moyen-Orient, intercepter les communications et géolocaliser la source de ces communications pour pouvoir ordonner des frappes de drones. Dans les documents de la NSA, on retrouve aussi une mention du programme Orion Mentor, qui est très similaire à Nemesis, à vrai dire peut-être même que certains satellites Orion Mentor sont aussi des satellites Nemesis et vice-versa. C'est un ensemble de 7 satellites qui ont été construits sur le même châssis, donc sur la même structure générale, et qui eux ont une mission de surveillance bien plus élargie, c'est-à-dire qu'a priori ils ne font pas simplement l'interception de communication, mais aussi l'interception de données télémétriques par exemple. Et une nouvelle fois, les orbites suivies sont extrêmement étranges. Vous avez sur le graphe les orbites de Mentor 2 en bleu et de Mentor 4 en rouge. Et en fait, on voit quand Mentor 4 est mis en service, il vient prendre la mission de Mentor 2 qui était une surveillance d'un satellite de communication Thuraya, pendant que Mentor 2 lui part sur une nouvelle mission qu'on sait avoir été une surveillance de données télémétriques d'essais de missiles chinois. Et ensuite, Mentor 2 se retrouve sur un nouveau satellite de communication et reste stable à cette position. Comme vous pouvez le voir, aussi bien en fait avec Nemesis qu'avec Orion Mentor, il est possible d'en apprendre énormément sur l'objectif du satellite en suivant son orbite, et ça c'est très facile à faire puisque toutes les mesures que vous avez là, c'est des choses qui existaient avant même que les papiers de la NSA soient publiés au grand public, c'est des mesures que des amateurs ont pu faire à partir de relevés radio ou simplement en regardant le ciel, simplement, des fois ils sont visibles ces satellites. Notamment Orion Mentor, c'est des satellites très particuliers puisqu'il s'agit des plus grands satellites qu'on a dans l'espace, puisqu'ils ont une antenne qui se déplie, qui fait plus de 100 mètres de diamètre, donc c'est vraiment gigantesque. Un dernier point, c'est qu'il faut savoir que ces systèmes Orion Mentor ne surveillent pas uniquement des cibles au Moyen-Orient, par exemple pas uniquement des cibles militaires, mais aussi des cibles économiques. Vous êtes le patron d'une très grande boîte, vous êtes en Chine, vous ne faites pas confiance au réseau local et vous décidez d'utiliser un appel satellite pour discuter des détails d'un contrat avec la France, eh bien il se peut très bien qu'un satellite de la NSA ait intercepté des détails et les ait transférés ensuite à des entreprises américaines. Ça, c'est des choses qui ont été retrouvées avec les Snowden Leaks justement. À un moment, il y a aussi eu des rumeurs sur le X-37B comme identité potentielle pour Zuma. Le X-37B, c'est un drone de l'US Air Force qui part depuis une fusée tout à fait standard, par exemple la Falcon 9, et qui est capable ensuite de revenir tout seul sur Terre après plusieurs années de mission. C'est une plateforme d'essai très généraliste pour l'US Air Force. Ils ont notamment mené des essais sur des propulseurs à effet Hall dessus, et d'une façon générale, ça reste très mystérieux. En revanche, il semble très peu probable que Zuma soit le X-37B. En effet, il n'en existe qu'un seul, et il a été lancé en septembre dernier par SpaceX. Un dernier programme récent sur lequel je pense qu'il est intéressant de revenir aussi, c'est NRO 76, lancé en mars dernier par SpaceX. Alors NRO 76, si vous avez bien suivi la vidéo, c'est celui qui avait les mêmes paramètres de lancement que Zuma, et donc c'est peut-être celui qui peut nous donner le plus d'informations. Alors qu'est-ce qu'a fait NRO 76 ? C'est une mission plus récente que les autres, donc en fait on en sait beaucoup moins, il n'y a pas eu de leak entre temps pour nous en dire plus, et puis on n'a pas eu non plus d'annonces autour de cette mission. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant.
NRO-76 a donc été très observé lui aussi, et des amateurs ont remarqué qu'il s'approchait régulièrement de l'ISS. Et en fait c'est bien plus que ça, puisque très récemment il s'est approché à moins de 10 km de l'ISS, ça c'est extrêmement proche, et ce pendant qu'une manœuvre avait lieu à bord de l'ISS, pendant qu'une capsule Sinus repartait. Alors il y a beaucoup de théories sur ce que ça pourrait être, il y a beaucoup de discussions encore, j'en parle un peu plus dans l'article, mais ce qu'il faut noter c'est qu'il est conçu par Ball Aerospace, et cette compagnie se spécialise dans les capteurs optiques, et donc une très grosse théorie actuellement autour de NRO-76, c'est qu'il contient de l'équipement de test pour superviser en fait des opérations de manœuvre en orbite. Alors ça peut être très bien de l'équipement qui peut être plus tard utilisé dans le civil et que l'armée teste de façon préemptive, ou alors ça peut être de l'équipement plus purement militaire pour des applications qu'ils ont dans l'espace ou pour des applications de surveillance. Par exemple, on sait actuellement que la Chine construise leur propre station spatiale, ça pourrait être des outils pour surveiller sa construction ou autre. Essayons de conclure, résumons ce qu'on a dit. Nemesis Orion, ça ne va pas être possible. Les paramètres orbitaux sont très différents. Nemesis Orion, c'est sur des orbites géostationnaires. Ici, on est sur une orbite basse. On est donc sur des applications très peu similaires. Cependant, ça n'exclut pas complètement la collecte de données pour de l'IMINT ou de la SIGINT. Ça se fait très bien sur des satellites en orbite basse. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne supervise pas toujours la même zone de la Terre. Alors ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi problématique parce que parfois on a vraiment besoin d'avoir une surveillance 24/24 ou d'avoir une disponibilité de pouvoir prendre des images à n'importe quel moment. Le X-37B, c'était une rumeur qu'il y a eu, mais on a vu que ce n'est pas possible puisqu'il est déjà en orbite, et ce serait très étonnant qu'il y ait un deuxième X-37B secret qui ne serait pas annoncé. NRO-76, c'est un possible complément à la mission, ou peut-être une autre version de cette mission pour tester d'autres types d'équipements. Et enfin, il y a bien d'autres possibilités. Je pense notamment, en fait en ce moment, il y a beaucoup de scandales autour de la NSA, vous savez, parce qu'il y a eu beaucoup de fuites de données, notamment une suite d'outils informatiques internes qui servaient pour, par exemple, des cyberattaques. Et ça, c'est très inquiétant pour eux, puisque ça veut dire qu'il y a un gros défaut de sécurité qui vient notamment des sous-traitants. Il est possible que les États-Unis commencent à avoir une nouvelle politique de sécurité qui est vraiment une sécurité totale, c'est-à-dire ne plus rien publier, ne plus rien annoncer. Ça, c'est tout à fait possible. A noter qu'il y a eu des rumeurs à un moment qui sont liées à la Corée du Nord. Vous savez que la situation est très tendue. En fait, les États-Unis, dans l'hypothèse d'un conflit militaire ouvert avec la Corée du Nord, se préparer à collecter plus d'informations sur le territoire, donc avoir de la nouvelle imagerie satellite, et avec une orbite à 51,6 degrés, et bien en effet c'est tout à fait possible de collecter ce type de données. J'espère que cette vidéo un peu différente vous a intéressé, vous a permis de vous introduire un peu à ce monde des satellites gouvernementaux secrets entre guillemets, de ces satellites clandestins. On se retrouve à la fin de la semaine pour un nouvel épisode de la revue sur des attaques adversarielles supportées par des supports imprimés en 3D. Et puis un mot sûr, ça revient à chaque fois que je pense avoir quelque chose d'intéressant à vous raconter. A très bientôt.